Salut à tous, petite vidéo pour vous dire que je quitte Trash, alors pas du tout, mais nous nous retrouvons pour la 25e séance pour cette formation GNU Linux. Je vous avais dit qu'on allait passer sur un tout nouveau chapitre concernant la partie, on va dire, réseau, tout ce qui est partage de fichiers, échange, communication, etc. Et j'ai remarqué en préparant mes prochaines vidéos qu'il manquait certaines commandes qui me semblent quand même utiles pour l'environnement GNU Linux, et qu'on va aborder, et ça tombe bien parce que ça fera finalement une bonne transition entre ce qui est local ou réseau local, donc environnement multi-utilisateur, ce qui va être le thème de cette vidéo du coup, et ce qu'on verra par la suite, c'est-à-dire parler de FTP, de configuration, de réseau, etc. On va voir tout un tas de choses pour la suite. Pour petit rappel, parce qu'il y a des fois des gens qui se demandent est-ce que la formation est terminée ou pas, je précise rapidement qu'une formation se termine toujours avec une vidéo de conclusion. Donc si vous n'avez pas une vidéo qui s'appelle conclusion sur une formation, c'est que la formation est encore en cours et qu'il y a d'autres vidéos à venir. Ici, on aura donc un gros chapitre à faire sur la partie réseau, internet, etc. Et on terminera avec un dernier chapitre sur de la programmation de script shell. Et c'est avec ce chapitre-là, qu'on conclura ce cours GNU Linux avec une petite vidéo de conclusion, comme je le fais traditionnellement sur les formations qui se terminent. On va passer directement sur notre environnement. J'ai gardé voilà, le nom des commandes sur la main, parce qu'il y a pas mal de commandes à voir dans cette vidéo, donc je les ai notées sur le côté pour pas en oublier, parce que ça m'embêterait d'enregistrer une vidéo et puis à la fin de me rendre compte que mince, j'ai oublié de parler de telle commande, ce serait un peu dommage. Donc je les ai sous la main au cas où. On va se connecter ici. Alors est-ce que vous avez l'environnement d'afficher? Oui. Et c'est parti. On va aller un peu plus loin que ce que nous avons vu sur la séance 14, si je me trompe pas, qui parlait notamment des utilisateurs et groupes. D'accord ? Je vous avais expliqué comment ça fonctionnait, comment c'était stocké au niveau du système, comment c'était représenté. Et on avait vu rapidement, si vous vous souvenez, comment créer un nouvel utilisateur via l'interface graphique. Il me semble important, surtout par exemple si un jour vous manipulez un système Linux qui n'a pas justement d'interface graphique, et puisqu'on parle de la ligne de commande, de faire ça via le terminal. Pour cela, nous allons voir une première commande toute simple qui permet d'ajouter un utilisateur en ligne de commande. Donc ce que nous faisions précédemment via l'interface graphique, alors sur cette distribution, on a ça directement dans, ici, administration utilisateur. Donc en gros, le temps que ça charge, parce que c'est que ça prend un peu de temps, voilà, on pouvait créer d'autres utilisateurs, etc., etc. Donc, ou supprimer, ou voilà, on pouvait par exemple déverrouiller ici. Et après, une fois que c'était fait, voilà, on pouvait ajouter un utilisateur avec tout un tas d'informations, utilisateur normal, etc. Bref, on pouvait faire pas mal de choses. Nous, on va faire la même chose en ligne de commande. Éventuellement, par exemple, pour un environnement où on n'aurait pas d'interface graphique. Vous avez une commande qui est très simple, qui est add user. Comme il s'agit de la création d'utilisateurs, vous avez vu pour l'interface graphique, on nous demandait d'être connecté en super utilisateur pour le faire. Il faudra le faire évidemment avec des droits supplémentaires. Donc on va passer par le root, donc le super utilisateur, add user, et ici vous spécifiez tout simplement le nom, d'accord, donc le pseudonyme, le nom de l'utilisateur que vous voulez créer. Donc vous mettez n'importe quoi. Alors je crois que dans la vidéo 14, on avait dû créer un Chuck. Donc on va créer Chuck, voilà. Chuck est unique, on rappelle un Chuck Norris, le seul est unique, mais nous on peut créer plusieurs Chuck. On va faire ça, donc ça c'est le mot de passe pour root, pas de problème. Et là, il vous indique donc qu'il ajoute l'utilisateur, voilà, qui crée exactement un groupe, puisque je rappelle que aussi, je ne sais plus si j'avais dit sur la formation, mais quand vous créez un utilisateur, en fait, ça vous crée un groupe qui porte le même nom. Donc si vous avez votre pseudo, en fait, vous allez aussi appartenir à un groupe qui portera le même nom, d'accord, qui permet vraiment, voilà, plus tard on verra, de pouvoir ranger certaines catégories d'activités ou de droits, de permissions, par rapport à des groupes bien spécifiques. On vous indique directement le mot de passe à entrer. Donc moi je vais mettre un mot de passe quelconque. Il n'est, je rappelle, pas affiché, c'est normal. Hein. Voilà, donc si vous ne voyez rien, c'est tout à fait normal. On le rentre une deuxième fois, et ensuite on a tout un tas d'informations optionnelles qu'on peut entrer. Si vous voulez mettre les informations, vous les remplissez. Si vous ne voulez pas, vous faites directement entrer. Voilà, donc ça on ne veut pas mettre de téléphone. Personnellement, je ne connais pas le numéro de Chuck Norris, donc ça m'embêterait un petit peu. Devoir le renseigner obligatoirement. Autre, et si vous avez donc autre, c'est genre si vous avez des commentaires, hein, des notes à marquer en particulier. Et une fois que c'est correct, hop, on valide. L'utilisateur est créé, je peux sans problème me connecter maintenant avec la commande sous qu'on a déjà vue précédemment à cet utilisateur là. Alors voilà, si j'allais dire je suis pas connecté dessus, mais si, voilà. Et du coup, on peut faire, bon ça on le verra plus tard, on n'a pas vu les variables encore, mais on en parlera. Et je suis voilà sur le répertoire de Chuck. On peut vérifier si on veut pour être sûr directement via l'interface graphique qu'on a bien notre répertoire. Donc ordinateur, /home, et voilà, Chuck.
et on retrouve bien son répertoire personnel, d'accord, qui ne comporte pas d'autres répertoires que ici une template, mais ça c'est pareil, ça va dépendre des distributions. Ici pour une distribution basée sur Ubuntu, donc une Debian-like, on a un répertoire template qui se fait. Ça ne veut pas dire que vous l'aurez forcément si vous êtes sur Arch Linux, sur Fedora, etc., etc. Donc peu importe, notre nouvel utilisateur est créé. Si on veut un jour modifier le mot de passe de cet utilisateur, on a une autre commande qui est passwd, tout simplement. Vous dites par exemple passwd. Alors je vais par contre me déconnecter. Voilà, tirer de l'accès. Alors ça va être en super utilisateur aussi, bien sûr. Donc passwd pour password, chuck, et ça va permettre de rentrer un nouveau mot de passe. D'accord? Pour pouvoir le mettre à jour. Jusque-là, pas de problème. Maintenant, si on veut modifier certaines informations spécifiques, alors là, je vais en parler très rapidement, parce que c'est des choses après qu'on n'utilise que très rarement, mais qui peuvent être utiles. C'est pour modifier des informations précises sur un utilisateur. On peut utiliser notamment la commande usermod. Voilà. Donc on fait usermod, le nom d'utilisateur, et vous avez éventuellement pas mal de choses. En gros, les informations qu'on a pu entrer quand on a créé l'utilisateur, si on veut pouvoir en ajouter plus tard, des commentaires, plein d'autres choses, un groupe par exemple d'appartenance, on pourrait utiliser tout un tas de commandes différentes. Par exemple, alors je sais pas, CLS, j'ai un groupe qui s'appelle sudo, qui permet notamment d'utiliser des commandes super utilisateurs. C'est le cas sur un compte comme mon compte principal de la Champagne, mais c'est pas le cas sur le compte Chuck que j'ai créé. Donc je peux très bien faire usermod Chuck -G pour dire que l'utilisateur Chuck, je l'ajoute au groupe sudo. Alors là, évidemment, il me dit qu'il ne peut pas parce que je dois le faire en sudo aussi. Et voilà. Et du coup, l'utilisateur Chuck appartiendra également à ce groupe super utilisateur. Enfin, en tout cas, il pourra utiliser des commandes avec le fameux sudo, comme je le fais ici. Donc si je me connectais sur ce compte, je pourrais faire comme sur ce compte-là, en utilisant sudo suivi d'une commande pour exécuter des commandes avec les permissions de route. Donc ça, c'est des choses importantes à savoir aussi. Donc on peut modifier tout un tas de choses. Et si vous avez besoin éventuellement de supprimer un utilisateur, vous avez la commande del user. Donc on fait del user suivi de ça. C'est également avec des permissions route. Donc tout en sudo. Et voilà. Là on vous dit que le groupe, vous voyez, le groupe Chuck ne contient plus aucun membre. Donc pareil, il faudra éventuellement supprimer un groupe. On va en parler un petit peu après. On va aller vérifier ici. Je vais aller là. Voilà, home. Donc il reste le répertoire personnel. C'est-à-dire que le répertoire personnel n'est pas supprimé par défaut. Donc ça, c'est à vous de le supprimer éventuellement pour faire du nettoyage si vous voulez. Donc on peut après nettoyer ça. Donc, je vais faire... J'ai même pas forcément besoin d'ailleurs de... Ah oui, c'est ça qu'il il est pas vide. Donc je vais mettre -R. Parce que je vais dire il n'est pas vide mon répertoire. Alors attention, quand on fait des commandes de suppression, il faut pas vous gourer. Voilà. Comme ça, là, si je fais... Je n'ai plus que les autres. Voilà. Je vais virer celui-là, ça c'est ce que j'avais fait avant. Il y a évidemment le groupe, mais ça c'est pas grave, je l'enlèverai plus tard, c'est pas gênant. Et voilà. Comme ça, on évite d'avoir des répertoires en fait personnels qui traînent. Là du coup dans le home, vous voyez, on retrouve que celui-là. Ok, pas de problème là-dessus. Donc vous avez vu une commande pour ajouter un utilisateur avec tout un tas d'informations, pour éditer des informations. Donc à voir, toujours pareil, vous avez toujours le manuel si vous avez besoin d'informations supplémentaires. Vous faites man user mode, vous trouverez pas mal d'autres options supplémentaires. Je vais évidemment, comme je le fais habituellement, pas toutes vous les montrer, parce que je les connais pas toutes déjà, j'utilise pas toutes non plus, et qu'il y a énormément d'options pour chacune des commandes Linux, donc il faut en avoir l'utilité. Et la commande pour supprimer un utilisateur. Alors ça, j'ai fait le tour. On va parler des groupes maintenant. Les groupes, je vous avais montré comment c'était stocké, à quoi ça servait, et on en avait pas mal parlé, on a fait pas mal de vidéos au cours de cette formation. Maintenant, comment on peut véritablement gérer ces groupes en ligne de commande, comment ça peut fonctionner. Première chose que nous avons vue, c'est les groupes d'accord d'appartenance. En gros, on crée un utilisateur et un groupe est créé portant le même nom. Ça, je vous l'avais dit. Vous pouvez déjà lister tout un tas de groupes avec la commande groups. Donc si je fais ici, on voit tous les groupes pour le compte courant, l'utilisateur courant. Donc j'ai, comme je suis connecté sur Ja Champagne, on voit, alors pas ça, alors bravo, j'ai effiré le truc. On va le refaire, hop, ici. On voit que j'appartiens à mon groupe qui porte le même nom que mon utilisateur. Il y a un groupe ADM, CD-ROM, sudo, deep, plugdev, lp-admin et samba-share. Voilà, on a pas mal de groupes différents. Si je veux par exemple, alors là c'est pas de bol, j'ai viré l'utilisateur, j'aurais pas dû le virer.
Effectivement, alors attendez, on va le remettre. C'est pas comme si ça prenait 15 ans. On va faire ça. Voilà. Hop. C'est correct. Et là, je fais groupe Chuck, donc suivi du nom d'utilisateur. Et on voit que pour Chuck, bah, il n'y a que ce groupe-là, ce groupe à lui. Je peux faire comme on l'avait vu tout à l'heure, faire par exemple un user mode pour Chuck, et je l'ajoute au groupe sudo. Là, si je refais la commande, on voit que maintenant il appartient au groupe qui porte le même nom, son utilisateur, et le groupe sudo. Donc on pourra comme ça gérer les différents groupes à chaque fois. On peut en ajouter de nouveaux. Alors l'ajout de groupe, c'est quand même assez particulier, il ne faut pas le faire n'importe comment, d'accord? Ça a une utilité bien spécifique. Donc voilà, si un jour vous avez besoin de créer de nouveaux groupes pour Linux, vous saurez qu'il existe la commande, alors normalement c'est add group, voilà, qui est celle-ci, pour pouvoir ajouter de nouveaux groupes, et notamment ajouter par exemple un utilisateur à un groupe spécifique, d'accord? Donc pareil, si vous galérez un petit peu, vous avez normalement quelques commandes ici, voilà, add group, et vous pourrez gérer tout un tas d'utilisateurs. On peut même d'ailleurs s'en passer, puisque avec le add user, on peut déjà ajouter pas mal d'utilisateurs, ou notamment modifier les groupes, ou comme vous l'avez vu avec user mode, modifier les groupes en fait auxquels appartiennent un utilisateur. Donc on retrouve pas mal de similitudes entre ces deux commandes là. Donc je vais aller assez vite là-dessus. Il nous reste encore quelques autres commandes à voir. Un changement de groupe. C'est-à-dire si je fais chgrp pour Chuck, on va pouvoir choisir en fait un changement de groupe spécifique. Pareil, c'est dans des cas très particuliers. Par exemple, je ne sais pas si je peux vous montrer un petit peu grp ici. Est-ce qu'il y a des options intéressantes là? Qu'est-ce que je peux vous montrer? Il n'y aura pas forcément de trucs très... Le problème c'est que forcément à ce stade-là, il n'y a pas forcément d'exemples qui seraient très parlants pour vous. Éventuellement les exemples qui sont donnés là, où en gros on vous dit par exemple que pour les autres ici, on leur applique en fait le groupe staff. Ça permet par exemple d'appliquer à un groupe, à un ensemble d'utilisateurs, ou éventuellement un utilisateur en particulier. Donc par exemple ça reviendra à faire, je sais pas moi, chgrp, et d'appliquer par exemple le groupe sudo à un certain nombre d'utilisateurs ou à un groupe d'utilisateurs. Donc pareil, il faut en avoir l'utilité, et généralement de toute façon c'est des choses qu'on peut changer au cas par cas. Donc ça c'est plus quand on veut faire de la modification, on va dire, de masse, un peu plus importante, pour changer de groupe ici pour un utilisateur. Donc je vais passer assez rapidement là-dessus, parce qu'encore une fois c'est des cas très spécifiques, beaucoup plus déjà détaillés, quand on a besoin d'un usage bien particulier sur son système, et je pense que pour une majorité vous n'aurez pas forcément besoin de ça, et si vous en avez besoin, vous savez en tout cas qu'il existe des commandes. Donc on a beaucoup de commandes pour gérer les utilisateurs, on a des commandes pour gérer les groupes. Pareil, si le terminal vous embête, vous pouvez faire ça via interface graphique, hein. Tout peut être fait, de toute façon je rappelle, par interface graphique, ou tout peut être fait via un terminal. Tout dépend de vous, si vous êtes plus technique ou vous utilisez simplement votre Linux, à la souris via une interface graphique, vous pouvez sans problème vous passer de la ligne de commande. Il nous reste 5 petites commandes très particulières, et ça, la prochaine commande que je vais vous montrer est une commande qui va permettre justement de voir les identifiants d'utilisateurs et les identifiants de groupe. Rappelez-vous, on en avait parlé justement sur la séance 14 avec les UID et les GUID, qui sont vraiment ces identifiants différents. Avec la commande ID, tout simplement, vous pouvez retrouver ces numéros bien précis. En gros, on voit ici que j'ai mon identifiant utilisateur, donc c'est 1000, puisque par défaut, quand vous créez un premier utilisateur sur une distribution fraîchement installée, il vous met l'identifiant 1000. Il a créé un groupe portant le même numéro, donc un GID, d'accord? Il y a un UID, il y a un GID. Et ensuite, on a les différents groupes auxquels appartiennent cet utilisateur. Donc on voit le 1000, donc ça c'est le groupe, on l'a vu ici. On a le groupe ADM qui correspond au numéro 4, on a le groupe CD-ROM 24, sudo C27, etc., etc., etc. D'accord? Différents groupes. Alors est-ce que ici il m'affiche, voilà, si je fais ID et suivi d'un nom d'utilisateur, on retrouve toutes les informations concernant cet utilisateur-là. D'accord? Donc on a pas mal d'informations aussi, et on voit voilà les différents groupes qu'on avait ajoutés. Donc lui il n'y en a que 2. Son propre groupe en fait, et le groupe sudo qu'on avait ajouté tout à l'heure avec user mode. Donc on retrouve comme ça pas mal d'informations. Voilà pour les utilisateurs, les groupes. Ça complète, ça termine un petit peu toutes les choses qu'on avait déjà vues précédemment. On avait expliqué comment fonctionnaient les utilisateurs et les groupes sur le système. Ça c'était la base de la base à connaître. Si vous utilisez Linux, c'est le minimum que vous deviez connaître, si vous êtes un simple utilisateur. Ensuite, on avait vu comment gérer ces utilisateurs et ces groupes, notamment en ligne de commande, et on avait vu comment c'était stocké au niveau du système, dans les quels fichiers, etc., pour les configurations.
notamment pour les mots de passe. Et là, on a été encore un peu plus loin, on est passé par la ligne de commande pour gérer tout ça, pour retrouver un petit peu toutes ces informations. Que vous voyez qu'il y a vraiment plusieurs manières de procéder, que vous soyez sur un serveur où il y a un simple terminal et qui n'a absolument pas d'interface graphique, ou sur un système un peu plus user-friendly comme ici, où vous avez éventuellement une interface graphique pour faire vos modifications. Passons à la petite transition, qui va faire vraiment la transition entre, encore une fois, ce qui est purement local, ou privé on va dire, à ce qui est environnement multi-utilisateur, et ce qui amènera du coup à tout ce qui est la partie réseau, qu'on abordera un petit peu plus tard, en tout cas pour la suite de cette formation. Imaginons que vous ayez un environnement donc avec plusieurs utilisateurs en réseau local, plusieurs personnes, plusieurs sessions vont être démarrées, il y aura plusieurs utilisateurs connectés. Vous, en tant que, imaginons que vous êtes l'administrateur de ce réseau, vous êtes la machine hôte, le root on peut dire, vous avez certaines commandes et possibilités pour la surveillance du système et la surveillance de ses utilisateurs. La première commande à connaître, c'est la commande users, avec un S, qui va permettre de voir tous les utilisateurs qui sont connectés. Donc moi évidemment je ne vous ai pas fait un parc informatique là, avec tout un tas de connexions différentes, donc je suis tout seul, d'accord? Je suis le seul qui est connecté ici à sa session. Bon, peu importe. Et si plus tard vous créez véritablement un réseau local, vous verrez apparaître chacun des noms d'utilisateurs de votre réseau. Tout simplement avec cette commande-là. Ensuite, nous avons également possibilité de voir les utilisateurs qui se sont connectés sur une machine en particulier. Par exemple, vous avez un ordinateur physique, vous voulez savoir quelles ont été toutes les sessions démarrées sur cet ordinateur, et vous avez la commande who. D'accord? Donc moi, pareil, il n'y a qu'un seul utilisateur, on voit la dernière date et dernière heure de connexion, puisque j'ai démarré cette machine effectivement à 17h04 avant de faire ma vidéo. Du coup, on retrouve directement la date et l'information ici. On peut aller plus loin, c'est-à-dire qu'on peut carrément vérifier tous les utilisateurs et voir ce qu'ils sont en train de faire. Donc c'est-à-dire surveiller l'activité du système concernant les utilisateurs, donc votre environnement multi-utilisateur. Et là on a la commande W. Et ici, on va voir donc chaque utilisateur, d'accord, et on trouvera depuis quand il est connecté, d'accord. On verra également depuis combien de temps c'est démarré, donc ça c'est l'heure de connexion en fait, l'heure de log, ça c'est depuis combien de temps que c'est démarré. On aura éventuellement aussi l'occupation du CPU, donc ça permet par exemple de voir s'il y a une activité un peu, une utilisation CPU un peu forte, vous pourrez vous dire tiens, il y a cet utilisateur là, il est en train de faire quelque chose qui est en train de prendre pas mal de ressources CPU, c'est bizarre, d'accord, c'est louche. Et après on peut éventuellement surveiller voilà, tout un tas de processus ou autres, la session qui est lancée, tout un tas d'informations différentes. Encore une fois, pour savoir tout simplement ce qu'un utilisateur est en train de faire. Pour ça, si un jour vous avez un utilisateur en réseau qui exécute des fichiers bizarres, des programmes bizarres qui prennent énormément de bande passante en CPU ou autre, en mémoire, vous le verrez bien assez vite, il y aura une charge plus élevée que la normale, et avec cette commande-là, vous pourrez surveiller l'activité de votre système et voir un petit peu où est-ce que, ou en tout cas quel est l'utilisateur qui est effectivement responsable de ça. Donc voilà pour ces petites commandes très pratiques. Donc je vais vous dire, il n'y a pas grand chose de compliqué, hein, c'est des commandes très très simples. Pareil, hein, n'hésitez pas à voir les options supplémentaires pour ces différentes commandes. On peut trouver tout un tas d'options pour chacune des commandes Linux. Et on terminera cette vidéo avec une commande qui va vous montrer un petit peu la charge, c'est-à-dire au niveau de la mémoire utilisée sur votre système. Donc cette commande c'est tload, qu'on va utiliser par défaut pour commencer. Et si je l'exécute, va afficher toutes les 5 secondes des symboles pour représenter en fait un graphe, d'accord? Donc c'est une forme graphique sous un terminal bien évidemment, qui va représenter en fait tout simplement la charge, d'accord, du système. Donc plus il y a évidemment de choses qui se passent, d'activités, plus on va avoir en fait des courbes hautes et différents symboles qui vont s'afficher. Donc des étoiles, des égales ou des simples tirets selon le type de tâche et selon ce qui est effectué. Alors c'est pas forcément un outil des plus pratiques au départ, parce que ça peut sembler un peu complexe, mais dites-vous que c'est simplement une représentation graphique en fait de ce qui se passe. Alors là par contre, moi ce que je voulais voir, parce que forcément là tout de suite il se passe pas grand chose sur mon système, on va lancer quand même un petit truc. On va lancer ça. Et on va faire un rafraîchissement toutes les secondes, ce sera plus pratique. Donc on va changer le délai. Donc en gros on va faire, bon du coup il me lance ça, bravo, hop, on va mettre comme ça, on va faire tload, -d pour le delay, on va mettre 1 seconde. Et là voilà, donc là j'ai ouvert le navigateur, donc vous voyez déjà pas fait un niveau de occupation, là on voit qu'il y a une activité. Et en gros voilà, ça va vous représenter une courbe, d'accord? Imaginez qu'en fait, la crête ici, donc la fin des étoiles ici, en fait ça représente votre courbe. Donc là on peut voir qu'on a une courbe qui descend. Et puis évidemment, s'il y a quelque chose qui est exécuté sur le système, a priori la courbe elle va remonter.
Donc, je sais pas, est-ce qu'on peut charger une vidéo quelconque, hein, on s'en fiche. Ah, toc toc toc. On va mettre n'importe quoi. Voilà. Il est où celui-là? Il est là. Et voilà. Et là, du coup, on voit qu'il y a une petite augmentation par rapport à la vidéo qui est lue. Mais encore, je crois qu'elle n'avait pas démarré, je crois qu'il y avait une pub là. Donc vous pouvez comme ça surveiller, encore une fois, c'est vraiment une représentation graphique. Ça pioche depuis un fichier, vous pouvez retrouver toutes les informations dans le manuel de la commande. Il y a un fichier système en fait qui vous permet de récupérer ces informations-là. Et cette commande T-Load va faire une représentation tout simplement graphique de ça. Donc là on voit que dès la lecture de la vidéo, paf, voilà, on a une activité un peu plus importante pour télécharger évidemment les différentes parties de la vidéo qui est lue en streaming. Voilà, donc on peut comme ça surveiller. Et à voir si vous voulez, ça correspondrait en fait à des pics hein, comme ça. Voilà, des pics sur une espèce de courbe hein, tracée qui permet de voir un petit peu l'activité comme ça. Tout simplement la charge du système. On parle de charge générale et il y a évidemment pas mal d'options pour travailler avec ça. Je vais faire CTRL-C pour quitter et voilà. Donc, vous pouvez régler le délai hein, évidemment, toutes les 5 secondes, toutes les 10 secondes. Vous mettez ce que vous voulez et encore une fois avec un petit man T-Load, vous allez retrouver tout un tas d'options qui peuvent servir. On peut changer l'échelle, c'est-à-dire bah, si c'est plus grand, afficher en plus grand ou plus petit, avec -S pour scale et pas mal d'autres informations. Et le fichier en question, c'est celui-là. Voilà. Il me semblait qu'il était affiché voilà, dans le man, vous l'avez ici. Si vous voulez les informations plus en détail. Et je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour cette transition. Voilà, ça termine véritablement tout ce qui est utilisateur, tout ce qui est en local. On a vu bah, qu'il y a différentes commandes pour gérer plusieurs utilisateurs, puisque ça peut être que voilà, vous avez un ordinateur familial ou un ordinateur en entreprise ou autre, dans une école ou n'importe quoi, qui devra donc permettre la connexion de plusieurs personnes, avoir du coup plusieurs sessions possibles. Là, vous savez qu'il y a des commandes pour surveiller certaines choses, notamment en administration système, tout ça, pour être sûr qu'il n'y a pas de voilà, d'abus en fait, de problèmes par rapport à ça. Donc je pense qu'on a fait le tour là-dessus par rapport à tout ce que j'avais à noter. On pourra passer effectivement dès la prochaine séance à la partie un peu réseau, internet, etc. Il y a beaucoup de commandes encore à voir. Donc ce sera un gros chapitre pour faire un peu le tour de tout ça. On va pas forcément voir tout ce qui existe, mais on verra une bonne partie quand même. Donc déjà à la fin de cette formation ligne, de toute façon, vous aurez eu un bon bagage. En termes de commandes, si vous voyez sur mon GitHub, d'ailleurs, je vous ai fait un tableau avec toutes les commandes qui auront été abordées en vidéo ou dans des tutos, avec les numéros de séance, tout ça. Vous verrez que le tableau est déjà pas mal grand, et avec la partie réseau et la suite, ça va bien s'agrandir, et vous aurez franchement vu, pas la totalité des commandes Linux, parce qu'il y en a évidemment énormément, mais vous aurez vu toutes les principales, et déjà, si vous savez les utiliser, si vous savez les identifier, vous en servir un minimum, vous saurez faire énormément de choses sur votre système Linux. On va s'arrêter là. Alors ça, je peux l'enlever, on n'en a plus besoin. On revient ici. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura été utile, qu'il y aurait pas mal d'informations données sur cette séance. S'il y a des questions, n'hésitez pas, faut pas hésiter. C'est la vidéo de transition du coup, avant de passer à l'étape, la partie réseau, qui suivra dès la prochaine séance. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo GNU Linux. En attendant, n'hésitez pas à partager la vidéo et à faire découvrir cet environnement GNU Linux à d'autres personnes qui sont peut-être habituées seulement et simplement à Windows, macOS ou d'autres systèmes du genre. A bientôt tout le monde pour une prochaine vidéo. Ciao!